J'ai essayé du montage vidéo sur lequel j'ai pas eu de résultat. Pour tout vous dire, j'ai fait des montages pour des clients, j'ai jamais reçu l'argent. Enfin, voilà, au début c'était vraiment un peu chaotique, un driver de fou. J'ai vraiment apporté de la valeur dans ma thématique. Toujours fait le choix de détacher ma personal brand de Sneakers Media parce que je veux pas créer trop de dépendance. Toi qui regarde cet épisode, crois en toi. On est vraiment notre meilleur allié. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Enzo de Sneakers Media. Avant de commencer l'épisode, pense à t'abonner, liker, commenter. Enzo, on est ravi de t'avoir aujourd'hui. Première question, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Mais déjà les gars, merci de me recevoir, ça me fait super plaisir. J'ai 20 ans et en gros, j'ai plusieurs business autour du domaine des sneakers. Donc, je pourrais expliquer un peu plus en détail après. Mais je travaille majoritairement donc, dans les sneakers, les chaussures, et j'ai pas mal de business autour de ça. Ok, ok, cool. Est-ce que on aime bien commencer chronologiquement. Est-ce que tu as un souvenir de ton enfance qui t'a marqué dans la personne que tu es devenue maintenant? Ouais, carrément. Et c'est excellent de commencer chronologiquement parce que souvent, tu vois, tout part justement de l'enfance. Et moi, justement, j'ai eu beaucoup de frustration comme beaucoup. J'en ai un que je peux citer par exemple. J'ai une histoire que j'aime bien raconter. C'est quand j'étais, tu vois, au lycée. Tous les matins, je me levais et c'était horrible, tu vois, le réveil, genre vraiment pas envie de te lever. Tu t'étais couché tard la veille parce que je commençais à bosser sur mon business à ce moment-là. Et je devais me lever. Je me levais en sursaut à la dernière minute. J'avais un train à prendre, donc je m'habillais ultra vite. Je fonçais, la plupart du temps j'étais en retard, je devais prendre le vélo, ensuite prendre le train, ensuite marcher. J'avais quasi 1 heure de route au total juste pour aller au lycée. Et dis-toi qu'il y a des matins où il pleuvait carrément. Donc je me tapais 1 heure de route sous la pluie, j'étais transpirant à moitié, c'était un mélange un peu dégueu. Et je me rappelle être sur mon vélo à chaque fois et me dire, mais putain, le jour où j'aurai cette liberté, le jour où j'aurai gagné cette liberté, en fait, ça sera inestimable, entre guillemets. Et ça a été un driver de fou dans mes premières années de lycée et quand j'étais un peu plus tôt aussi au collège. Hop hop hop, avant de continuer l'épisode, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. On t'a réservé une petite surprise. Ouais, carrément. Et justement, tu parles du lycée, hein. On aime bien toujours suivre dans l'ordre chronologique, comme tu disais. Euh, Toi, t'étais quel type de personne au lycée? Je te mens pas, j'avais pas beaucoup d'amis, je m'étais beaucoup écarté. Au collège, j'avais pas mal d'amis. Et en fait, en grandissant, comme j'ai commencé à lancer mes business fin de collège, début de lycée, au lycée, j'étais vraiment un petit peu dans mon coin. J'avais une copine à l'époque. C'était quasi la seule personne, tu vois, que je fréquentais de mon âge. Et à part ça, j'étais le mec un peu chelou qui lisait un livre au fond du couloir dans l'escalier à la pause, tu vois. Genre, j'étais vraiment le mec un peu bizarre à qui tu parles pas trop. Et ouais, c'est un peu ça, dans l'idée. Ok, ouais. Et du coup, par la suite, après le lycée, t'as fait des études supérieures ou tu t'es mis à travailler, faire un business? Non, carrément pas. Et j'ai même arrêté avant la fin du lycée parce que j'ai quitté le lycée en première quand je gagnais déjà assez ma vie avec mon business. Euh, et j'ai quand même passé mon bac en format un peu candidat libre, si vous voyez un peu ce que c'est. En gros, tu vas pas en cours, mais tu Ouais, c'est ça. t'inscris simplement au bac. J'ai eu le bac comme ça. Mais sinon, j'ai arrêté carrément en première. Ok, ok. Ok. Et à cette époque-là, donc du coup, t'en avais marre, le lycée, t'en pouvais plus. Et ouais, tes rêves, c'était la liberté. T'avais des grandes ambitions du coup. Carrément, carrément, je commençais à rêver un petit peu. Après, je savais pas trop où j'allais, justement pas, j'étais encore jeune et je le suis encore, mais oui, je rêvais carrément et j'avais de l'ambition, c'est sûr. C'est- c'est- Excuse-moi, mais c'était quoi ton rêve, Enzo, du coup, vraiment celui qui te motivait à avoir un meilleur avenir? Moi, dans un premier temps, comme j'ai dit, c'était vraiment une notion de liberté, tu vois, c'était déjà sortir de ce système. J'avais un peu le sentiment que j'étais enfermé, tu vois, que tout le monde était là, tout le monde était un peu cloisonné à l'école, allait enchaîner avec les études, etc. Et je me voyais de moins en moins en grandissant rentrer dans ce système-là et j'avais un peu ce sentiment de, ok, il faut que j'arrive, tu vois, à m'échapper, entre guillemets, euh, et à sortir de ça. Donc ça, c'était déjà mon premier objectif, premier rêve. Et ensuite, c'était aller chercher justement beaucoup plus de liberté, commencer à voyager. Tu vois, je voyais des mecs un petit peu Dubaï, Bali, c'est un peu les trucs qu'on voit en premier sur les réseaux. Et quand tu es jeune, etc., c'est un truc qui fait juste rêver et tu te dis, putain, faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas, en fait. Donc c'était carrément ça, tu vois, à l'époque, qui me donnait trop envie. Top.
Et du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé que tu as commencé fin de collège, c'est ça? Ton Exactement, business ouais. à côté? Ouais, Ok. Et tu peux nous expliquer par quoi tu as commencé, comment c'est arrivé, comment tu as décidé de faire ça? carrément. En gros, moi, le premier truc que j'ai commencé, donc j'ai essayé plein de trucs au début. La classique, le e-com, sur lequel j'ai pas eu de résultat. J'ai essayé du montage vidéo sur lequel j'ai pas eu de résultat. Pour tout vous dire, j'ai fait des montages pour des clients, j'ai jamais reçu l'argent. Enfin, voilà, au début, c'était vraiment un peu chaotique. J'avais l'impression d'essayer de gagner de l'argent et qu'il y avait toujours un truc qui me rattrapait, qui me retenait et qui m'empêchait d'en gagner. Donc j'avais le sentiment d'être vraiment bloqué. Jusqu'au jour où j'ai fait ma première vente. Et le premier truc que j'ai vendu, bah, c'était une paire de sneakers. J'en suis encore là aujourd'hui, encore dans ce domaine-là. Excellent. C'est le premier truc que j'ai vraiment réussi à vendre. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Quand j'étais au collège, j'avais un pote qui faisait un petit peu des sneakers, qui m'a montré plein de trucs. En fait, c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer dans le domaine et commencer à m'y intéresser. Et par la suite, à développer mon business dans les sneakers dans un premier temps, donc business d'achat-revente. Et c'est là où j'ai pu vraiment commencer à chiffrer, à découvrir ce que c'était de gérer un business, de gérer des colis, de gérer des paiements, des problèmes avec des clients, etc. Et ensuite, par la suite, j'ai pu commencer à lancer mon école, entre guillemets, de formation pour former des gens comme moi à faire ce business-là. Donc voilà comment j'ai aussi mis les pieds derrière dans, entre guillemets, le monde de la formation, quoi. Yes. Et est-ce que tu peux réexpliquer expliquer tout court pour nos auditeurs ce que c'est le business de resell dans les sneakers? Ouais, complètement. En fait, si tu veux, le business de sneakers et le resell de manière générale, donc c'est de l'achat-revente. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait plus que de l'achat-revente de sneakers. On se diversifie dans plein d'autres trucs. Mais dans l'idée, le concept est le même. En fait, tu vas acheter un article et tu vas le revendre plus cher parce que cet article-là peut être coté, parce que cet article-là peut être demandé, parce qu'il peut être limité, etc. Donc c'était le cas, par exemple, à l'époque de beaucoup de paires qui étaient limitées. Il y avait de la demande, mais Nike, par exemple, en produisait en quantité trop limitée, donc tout le monde n'arrivait pas à les avoir. Ce que les gens connaissent généralement, c'est les Yeezy, par exemple, tu vois. Et donc ça, c'est pareil, c'est Oui, des ça. chaussures qui sont limitées, grosse demande. Donc si toi, tu arrivais à les obtenir, bah derrière, tu pouvais les revendre plus cher sur un marché secondaire, par exemple sur Vinted ou sur d'autres plateformes. Ok. Ouais, donc, ouais, t'as fait tes premiers euros donc en commençant en faisant de l'achat-revente du coup, c'est ça. Exactement. Premiers euros comme ça. Ok. Et après donc du coup, et pour enchaîner, t'as fait ton école de formation avec un groupe ou comment ça s'est passé? Au début, c'était purement des formations vidéo. J'ai fait très très simple. En fait, j'ai juste reproduit, tu vois, le modèle que moi je connaissais, mais dans d'autres domaines. Donc, je m'étais formé un petit peu, tu vois, avec des mecs sur le business pour monter une communauté Instagram, pour construire une formation, par exemple, tu vois. Et donc, j'avais suivi des formations et j'avais kiffé le modèle. J'avais regardé des vidéos, je me disais, putain, c'est bien fait en vrai, tu vois. Bah, go pas réinventer la roue et juste recopier ce que j'ai vu. Ok, le modèle est cool, formation vidéo, pack, je vais faire la mienne, mais dans les sneakers. Et donc, j'ai adressé ça à mon audience. Donc, au début, c'était juste purement des vidéos que les gens ont payé. Ok. Et ouais, je regardais là tout à l'heure ton compte Instagram, j'analysais. T'as fait quelque chose quand même qui est bien brandé. Et comment t'as fait ouais, il n'y a pas de recette miracle, je veux dire, mais t'as quand même grandi quand même très vite. Parce que si t'as commencé fin de collège, tu devais avoir 15 ans, là t'as 20 ans. Ça, ouais, en 5 ans, t'as vraiment grandi très vite et t'as une grosse audience sur Insta, sur YouTube, j'ai vu. Ouais, exactement. Du coup, c'est quoi la question exacte? C'est comment j'ai fait pour développer cette audience-là? Ouais, ouais, pardon. Ouais, comment t'as fait pour grandir aussi vite et est-ce que t'aurais des conseils pour, ouais, pour si une personne voudrait se lancer, pas spécialement dans ce business, mais dans un autre, grâce à Insta, YouTube, Ouais, etc. carrément, ok. Je vois mieux la question. Bah, du coup, en vrai, enfin, il y a des tonnes de trucs, tu vois, et on peut dire tout et n'importe quoi. Il y a plein de tips, enfin, tu vois, même sur le branding, comme tu l'as dit. Moi, j'ai vraiment travaillé ça, et encore plus il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est différent, mais il y a des tonnes de trucs à dire, mais au final, on en revient souvent à un truc. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de prendre en abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, euh, c'est d'apporter de la valeur en fait, tu vois. Franchement, il n'y a pas vraiment de secret magique. J'ai vraiment apporté de la valeur dans ma thématique. J'ai vraiment donné des conseils, j'ai vraiment donné des trucs que j'aurais pu vendre, que j'ai donné gratuitement. Et ça, surtout, je l'ai fait de manière répétée. C'était pas une fois, tu vois, de temps en temps. C'est littéralement quand j'ai exposé sur Instagram, tous les jours, je faisais une story où j'apportais un conseil, où je documentais mon parcours, etc. Et en fait, les gens, naturellement, quand tu leur donnes, bah derrière, tu vois, il y a des partages, il y a des likes, il y a de l'interaction aussi.
ils s'abonnent également. Et donc, moi, c'est littéralement ça qui m'a permis d'exploser. Évidemment, je pourrais donner plein d'autres tips parce que c'est pas ça tout seul, tu vois, qui te fait grandir et créer une belle boîte. Mais dans l'idée, c'est une base qui est déjà genre énorme. Ah, mais là, c'est un super tip ce que tu donnes. C'est vrai que la valeur, les gens, ils adorent ça. Et tout à l'heure, tu parlais que tu t'es formé un petit peu. Tu t'es formé avec qui, du coup, sur Insta? Bon, peut-être maintenant, ça sera moins d'actualité, mais c'est pour savoir quand même. Ouais, complètement. Alors moi, au début, j'ai utilisé plein de différentes formations. Il y en a un qui ressort majoritairement, c'est Manoa de Fortune Media, chez qui je me suis formé. Ça devait être en 2019 peut-être, 2020, un truc comme ça. Et puis ensuite, Ok, j'ai ok. consommé pas mal de petits e-books à droite à gauche. C'était pas brillant, justement pas. Manoa, c'était bien. Et puis derrière, c'est à peu près tout sur les débuts de comment je me suis formé. Et donc, après la formation, donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'as enchaîné sur quoi? Tu continues à faire juste de la formation ou t'as lancé un projet à côté? Maintenant, ça a pas mal évolué. Donc ça, c'était formation, c'était effectivement le début. 2023, on a lancé donc un écosystème plus poussé où il y a certes de la formation, mais il y a aussi des coachs. Il y a également tout un système d'information, donc c'est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire que les gens n'ont plus que des connaissances, ils ont aussi tous les jours des informations. Il faut savoir que dans notre domaine, moi, j'ai très vite compris que avoir que des connaissances, c'était pas forcément game changer, c'est-à-dire que les gars qui veulent acheter et revendre des paires, il ne faut pas qu'ils sachent juste comment on fait, sur quelle plateforme on revend, il faut aussi qu'ils sachent quand la paire sort, à quel moment exact elle va sortir, si elle est remise en stock dans la nuit, bah, il faut qu'ils en soient notifiés. Donc en fait, il y avait tout un, un truc à faire à côté, en plus de la partie connaissance, sur lequel on n'était pas. Et donc là, on est venu y mettre de sérieux moyens début 2023, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tout un écosystème où en fait, on a des robots, j'essaie de vulgariser un petit peu, mais dans l'idée, on a ce qu'on appelle des moniteurs également. Donc bref, c'est des trucs un petit peu complexes, mais dans l'idée, on a tout un système qui détecte des tonnes d'infos quotidiennement sur des tonnes de sites, des centaines de sites, pour les fournir à nos membres et donc que eux reçoivent directement des notifications, des analyses, etc. Tu vois, sur leur téléphone. Donc ça, c'est le plus gros truc qu'on a développé à l'heure actuelle. Et puis à côté de ça, j'ai pu lancer aussi d'autres projets maintenant dans les sneakers, notamment un shop physique qui est en train d'ouvrir, qui sera bientôt ouvert en France, et également un SaaS, donc logiciel de gestion des stocks pour les magasins physiques comme celui que je vais ouvrir. Donc on a pas mal carburé depuis et puis on s'est un petit peu étendu aussi sur d'autres projets, tu vois. Ok, Énorme. ok. Ah, c'est cool. Et moi, j'avais une question justement par rapport à tes projets futurs, mais par rapport à Sneakers Media, tu comptes l'emmener où exactement? T'as une idée ou Ouais, tu vois un peu au jour le jour? non, non, carrément pas. J'essaie un maximum de me projeter. Après, je fais aussi attention parce que ça peut être un peu parfois négatif de trop vouloir visualiser quelque chose qui n'est pas forcément la bonne direction à prendre. Donc, je te dirais que ça change. Des fois, je vais l'amener là, des fois là, ça varie un petit peu. À l'heure actuelle, ce que je souhaite faire, c'est l'amener toujours le plus loin possible. Je pense qu'on peut aller encore très très loin. Déjà en France, aujourd'hui, on a 400 membres dans notre écosystème. On peut monter largement à plus de 1000, 2000 personnes en France dans les prochains mois. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire et on est en route pour. Et par la suite, rien que sur ce projet-là, il y a moyen d'aller chercher un marché plus international. Donc, ça serait un des gros objectifs là, des prochaines années, selon comment la situation évolue et si je continue de mettre mes efforts dans ce business-là. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai envie de l'emmener au maximum, le plus loin possible. Maintenant, vous savez comment c'est, il peut y avoir d'autres opportunités, etc. Donc on va voir où ça nous mène, mais dans l'idée pour l'instant, on va rester focus sur ce projet. C'est le but. Bien Ok. sûr. Et j'ai une petite question sur Sneakers Media quand tu l'as lancé, donc quand tu as fait formation, après tu as enchaîné avec le groupe. Est-ce que tu as ciblé un type de client, plus des débutants, plus, je sais pas, niveau avancé ou pas? Ouais, j'ai essayé un petit peu. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est important, je pense, tu vois, de bien cibler, notamment déjà de cibler les bonnes personnes. Nous, on a direct construit un produit, on a compris l'audience, on s'est dit, ok, c'est des jeunes, tu vois, ils ont souvent entre 16 et 25 ans. Il faut que le truc soit adapté à eux. Donc déjà, ça, c'était une première étape. Et puis ensuite, effectivement, il y avait plusieurs types de profils. Tu avais des débutants, tu avais des personnes plus avancées. Donc on a essayé de construire le truc
pour le plus de monde possible dans un premier temps, tu vois, se dire, ok, il faut en fait que un débutant puisse comprendre déjà, tu vois, tout ce qui est dans le clan, c'est super important. Donc, on a fait de base le produit pour qu'il puisse fitter avec les débutants. Et ça a été le plus gros focus en fait d'un point de vue audience. Ok, ouais, je pense que c'est ce qui a fait une partie de votre réussite. Je pense que c'est vrai il y a d'autres groupes qui sont plus ciblés et personne t'explique, comme tu parlais d'accompagnement tout à l'heure. C'est vraiment un truc, je pense que ouais, vous êtes vraiment démarqué des autres groupes, par exemple, ou des autres formations. Totalement, exactement, c'est ça. On a aussi repéré, comme tu l'as très bien dit, que en fait, les quelques concurrents qu'il y avait étaient pas forcément focus en fait sur les personnes expérimentées, mais juste ne traitaient pas forcément bien les débutants sans leur cracher dessus aux concurrents, mais simplement en disant que ils en faisaient pas vraiment un sujet, tu vois. C'est-à-dire que bon bah si le mec est débutant, c'est un peu son problème. Mais nous on s'est dit ok, certes c'est chiant parce que les débutants, c'est la vérité, tu vois. Moi j'ai pas de mal à le dire et c'est pas méchant contre eux parce que moi-même je suis passé par là. Mais simplement, c'est vrai qu'un débutant en soi, bah, le travail qu'il faut faire pour lui, il est un petit peu facile, il est un peu bateau, c'est des petites explications. Mais en fait, quand tu comprends ça, ça change tellement l'expérience que lui va avoir derrière que nous, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse ce travail-là qui paraît un peu simple, que personne ne veut faire, mais qui en fait va tout changer pour les clients. Donc c'est clairement ce qu'on a fait au début et effectivement, ça nous a vraiment permis de nous démarquer, tu vois, dès qu'on a lancé le projet en fait. On aime parler de personal branding aussi dans notre podcast. Carrément, dis-moi. C'était un choix de, c'était un choix de ta part de pas te montrer sur Sneakers Media au début. Ouais, c'était un choix de ma part. Après, les raisons, je te mens pas que je les ai pas trop. Enfin, je les ai eues à la base, je saurais encore les expliquer. C'est que je trouvais qu'Internet, fallait placer une limite, je savais pas trop, j'osais pas trop me montrer, j'étais encore jeune, etc. Donc, ouais, c'était carrément un choix. Et aujourd'hui, j'ai commencé à me montrer, mais j'ai toujours fait le choix de détacher ma personal brand de Sneakers Media parce que je veux pas créer trop de dépendance et je veux vraiment que ce projet puisse peut-être être revendable ou qui garde une image qui est vraiment un maximum détachée de moi. Ouais, Ok. Et ok. moi, j'étais un peu comme toi. C'est moi qui bloquais au début, parce qu'on a fait des épisodes où on se montrait pas. C'était vraiment moi qui bloquais. Et ma question, c'est est-ce que du coup, depuis que tu te montres, même si tu lis pas non plus forcément à Sneakers Media, est-ce que tu as vu un changement avec plus d'interaction, d'engouement sur le projet? Totalement, totalement. Ça n'a rien à voir. Alors après, comme je l'ai dit, comme j'essaie de pas trop lier à Sneakers Media, c'est-à-dire que je vais pas faire directement beaucoup de contenu sur Sneakers Media où je vais être présent, me montrer, sauf mes vidéos YouTube, etc. Tu vois. Mais du coup, si tu veux, moi j'ai vu vraiment un changement déjà d'un point de vue personal brand et pour mes business en général et pour la suite aussi de ma carrière entrepreneuriale, j'ai vu un changement de fou, tu vois. C'est-à-dire que je suis allé à des events sur Paris, il y a un mec qui m'a reconnu, hop, un deuxième mec qui m'a reconnu. Et ça a juste été comme ça, deux, trois mecs qui m'ont reconnu, mais ça a déjà été énorme pour moi de tisser du lien, tu vois, avec des mecs que je connaissais pas, qui m'avaient déjà vu, qui aimaient bien un petit peu ce que je faisais, qui savaient ce que je faisais. Pareil, encore très récemment, depuis que je suis sur Bali, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Bon, beaucoup, j'abuse un peu, je suis pas encore une star, tu vois. mais tu vois, non, il y a genre 2 3 4 5 personnes qui m'ont contacté quasi chaque mois pour me proposer, bah, tu vois, d'aller boire un verre parce qu'ils avaient vu une vidéo ou ils avaient vu un truc comme quoi j'étais à Bali, etc. Donc rien que sur ça, ça a changé de fou et ça m'a permis, tu vois, de faire des rencontres que j'aurais jamais fait sinon sans cette personal brand. Donc ouais, moi de mon côté, ça a littéralement tout changé. Mais je sais que c'est que le début et c'est pour ça que je veux pousser un maximum, tu vois, la personal brand. Ouais. Et je pense en plus ça donne peut-être plus de sérieux au projet parce que quand il y a un visage derrière dans la tête des gens, par exemple l'acheteur ou le client qui va acheter ta formation, il se dit bah il y a quelqu'un. C'est un peu ridicule dans le sens parce que tu peux disparaître de la même façon, mais dans la tête des gens ça les rassure, je pense. C'est la nature humaine, hein. On a besoin de voir un visage aussi pour savoir que c'est une vraie personne, etc. Et des fois, on se fait un avis qui peut être biaisé, alors que quand tu vois, derrière, tu écoutes la personne, etc., et que tu la vois, tu vois qu'elle est un peu comme toi, etc., c'est vrai que c'est méga rassurant. Donc, totalement. Tu nous parlais de Bali et justement tu habites là-bas. Est-ce que tu as l'occasion de rencontrer justement des gens, des entrepreneurs français avec qui tu peux partager? De fou. Ouais, carrément. Carrément, je rencontre beaucoup, beaucoup de monde ici. Je me suis fait aussi un bon cercle ces derniers mois. Pour vous donner un ordre d'idée, on a quoi? On a un groupe de potes de 12 13 Français, tu vois. Donc c'est très, très cool. Et puis, on essaie toujours de rencontrer du monde, que ce soit des Français ou aussi des étrangers. Mais carrément, j'ai connecté avec beaucoup, beaucoup de monde ici et c'est excellent. Excellent. Tu, euh,
par rapport à la France? Tu penses qu'il y a une grosse différence de ce côté-là? D'un point de vue de quoi? D'un point de vue connexion, relation avec les gens, etc. Ouais, relationnel, ouais. Ouais, il y a une grosse différence. Il y a carrément une grosse différence. Euh, et pour le coup, je dirais pas que la différence, elle se fait forcément parce que, par exemple, ici, il n'y aurait pas de Français, parce que tu vois, même ici, je connecte avec des Français. Donc, la différence, elle est surtout dans le mood des gens, en fait. C'est-à-dire que ici, tous les gens sont méga open, tu vois. Moi, je sais que dès que j'arrive à un endroit, un resto, dans la salle ou quoi, je lâche un petit sourire au gars, je lui dis comment tu vas, il me dit comment tu vas toi, on commence à parler un petit peu, direct que ça parle, ça se raconte un peu ce qu'on fait dans nos business, dans la vie, pourquoi on est à Bali, tout ça, tu vois. Et ça, c'est un truc qui se fait moins en France parce que il y a comme une espèce de bouclier entre les gens, on ne sait pas trop pourquoi il existe. Et tout le monde est un petit peu, tu vois, sur la défensive, en mode, tout le monde se regarde, mais un peu sur la défensive. Et là, il n'y a pas ça. C'est comme si tu enlevé ce truc-là, tout le monde se regarde en souriant, etc. Et ça crée des discussions en permanence. Donc je dirais que c'est majoritairement le mood qui crée ça. Je sais pas trop à quoi c'est lié. Je pense que c'est le fait que les gens soient aussi tous là à l'étranger, sous le soleil, dans un endroit qui est cool, qui fun, etc. Qui crée aussi ça. Donc, en tout cas, il y a une différence de fou. Ouais, c'est sûr que la météo, ça doit aider. Carrément, carrément. Nous, on est en France et c'est vrai que des fois, on envie un peu ceux qui sont à Bali ou ailleurs, dans les endroits où il fait super beau. Ah, vous avez raison, ça, je peux le comprendre. Euh, Actuellement, l'intelligence artificielle commence à prendre beaucoup de place. Toi, que ça soit au quotidien, professionnellement parlant ou personnellement, tu t'en sers? Complètement, ouais. Je m'en sers personnellement beaucoup et professionnellement aussi beaucoup dans le taf. Alors après, il y en a qui s'en servent beaucoup plus et je sais que je pourrais aussi faire beaucoup plus. Mais moi, pour dire simplement quelle utilisation j'en fais, pour le moment, moi, c'est très majoritairement en vrai ChatGPT, tu vois. Je suis assez, entre guillemets débutant dans le milieu de l'IA. Je n'utilise pas énormément d'IA, mais juste ChatGPT, je l'utilise à fond tous les jours pour n'importe quelle tâche que je fais. Je vais essayer d'en trouver à chaque fois une utilisation et à titre personnel aussi beaucoup pour plein de trucs différents, tu vois. Tu as un Ok. exemple d'utilisation? Ouais, carrément. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Imaginons, récemment, tu vois, je devais faire une espèce de liste, j'avais plein de numéros de téléphone, tout, c'était super chiant. Et en fait, bah, en 2 secondes, tu vois, j'ai donné ça à ChatGPT et il m'a créé la liste, tu vois, il m'a simplifié de fou dans la gestion des données. Euh, J'utilise aussi beaucoup pour apprendre des choses. Mine de rien, dès que j'ai des questions, en fait, je me rends compte maintenant que Internet, Google, bah, finalement, des fois c'est très très chiant pour trouver une réponse parce qu'en fait tu vas te taper 15 articles, les articles ils vont être super optimisés pour le SEO, tu vas avoir de la pub, etc. Tu vois, l'info elle est dure à trouver, faut vraiment creuser, il faut parfois lire un article complet, il faut changer d'article, etc. C'est chiant. ChatGPT il va vraiment te rendre une réponse comme tu l'attends, tu peux aussi lui demander des détails spécifiques et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concis. Donc par exemple pour apprendre des choses dès que j'ai une question, etc. C'est excellent. Cette pratique-là est vraiment excellente. Ah, c'est clair. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu dirais, là c'est une question on passe un peu du coq à l'âne, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans, si tu l'avais devant toi actuellement? Je pense que je lui dirais juste de continuer, de continuer de croire en lui. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi, j'ai toujours cru en moi, tu vois. Euh, Même quand j'étais assez jeune, disons que ça peut faire prétentieux de dire ça et c'est pas le cas, mais quand j'avais 16 ans, tu vois, je savais entre guillemets que j'étais sur la bonne voie et que j'allais réussir justement à atteindre ces rêves-là. Je ne savais pas quand ça allait se passer, je ne savais pas comment, tu vois, mais j'étais assez convaincu. Donc là, si j'avais le moi de 16 ans en face, en vrai, je lui dirais vas-y, continue de croire en toi, c'est bien. Et ça va arriver même peut-être plus vite que ce que tu n'imaginais, tu vois. Parce qu'en vrai, ça arrivait plus vite que ce que je pouvais penser. Yes. Et est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré tout au long de ton parcours? Non, pas vraiment. J'ai eu plein d'exemples et moi je suis quelqu'un qui suit énormément, énormément, énormément de monde. J'aime beaucoup, mais j'ai mes périodes. C'est-à-dire que tu as une période, tu vois, où j'ai été fan d'un certain mec, à d'autres moments fan d'un autre. Donc si tu veux, je peux t'en citer à certaines périodes que j'ai eues, mais j'ai jamais eu une seule personne qui m'a inspiré.
J'ai eu des gens, si tu veux, quelques exemples. Par exemple, plus des gens que je connaissais Yes. personnellement qui m'ont inspiré, tu vois, comme mon père, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré à certaines périodes, qui m'inspire encore beaucoup aujourd'hui, qui va continuer de m'inspirer, j'en doute pas. Et puis j'ai eu plus des personnalités publiques. J'ai eu mes périodes Iman Gadzhi, par exemple, Yomi aussi, etc. J'ai Ok. eu des gars comme, je sais pas, Goggins aux US, euh, Andrew Tate également à certaines périodes. Enfin bref, des gros noms généralement, tu vois, mais qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Et puis des entrepreneurs aussi, un peu plus anciens, mais qui m'ont énormément inspiré. Des gros, hein, pareil, Buffett, Steve Jobs énormément, et Elon Musk aussi beaucoup. Ouais, on est d'accord. Ouais, complètement. Ok, ok. Et petite question sur les sneakers, que c'est quand même c'est le cœur de ton business, même si je pense que tu te diversifies un petit peu dans ton groupe. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'avenir de la sneakers, là, parce que ces années, là, depuis 2023-2024, c'est un peu plus compliqué, je pense, dans la sneakers. On voit un petit peu partout, j'ai vu des vidéos qui en parlaient, donc je veux bien ton avis. Carrément, ouais. Carrément, c'est plus compliqué. Le modèle est différent. Donc, en termes de revente, on a des marges qui sont moins importantes. Par contre, on a des volumes maintenant qui sont plus importants. Donc, en fait, les méthodes ont changé, le marché est différent. Et depuis la crise de manière générale, je parle de crise sanitaire, Covid, etc., ça, il y a plein de trucs qui ont pris un gros coup et les sneakers en ont fait partie. Donc, on est dans une phase de transition. C'est dur de savoir exactement où on va aller. Moi, je suis assez convaincu d'un truc, c'est que dans tous les cas, on va continuer de porter des paires, on va continuer et la hype autour de certains modèles continue, c'est cyclique, c'est-à-dire que ce soit il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y avait toujours une paire que tout le monde voulait, c'est encore le cas aujourd'hui, juste c'est différent, c'est sous d'autres formes, mais en fait toujours la même chose, donc c'est cyclique, il va y avoir encore des opportunités, simplement peut-être qu'elles vont être sous une autre forme, et c'est pour ça justement que nous on n'a pas tout reposé, tu vois, là-dessus, et qu'on essaye maintenant de se diversifier de plus en plus, parce qu'au final tu te rends compte qu'il n'y a jamais un actif qui est genre tout le temps au top de sa forme. Si tu prends genre les Oui, cryptos, tu non, vois, bien sûr. c'est jamais genre à 100%, tout fluctue. Donc on essaye, voilà, évidemment, d'avoir le max de trucs possible pour pas être trop dépendant des fluctuations de marché. J'espère que ça répond à max à ta question. N'hésite pas si tu veux plus de Non, non, détails. c'est top comme réponse, merci. Mis à part les sneakers, t'as quoi d'autre comme passion? En passion personnelle, en passion personnelle, Yes, ouais. euh, déjà, les sneakers, bon, c'était une passion à la base, mais je te mens pas aujourd'hui. Je sais pas si c'est encore une passion. C'est un truc que je kiffe, mais je dirais pas que c'est une passion. Par contre, ce que j'ai en passion, c'est compliqué parce que moi, je suis vraiment à fond, fond, fond business. Je te mens pas, c'est, je pense, le truc genre qui me passionne le plus, tu vois. Mais c'est logique. Enfin, il y a tellement de trucs intéressants, que ce soit en marketing, en personal branding. Enfin, c'est trop passionnant. Mais sinon, ce que j'ai quand même un petit peu à côté, parce que je suis pas un ermite qui travaille que sur le business H24, même si on n'en est pas loin. Mais dans l'idée, moi, je kiffe le sport, le foot, un maximum. Donc, ouais, je te dirais foot, hein. Et après, peut-être la nourriture. Ouais, je kiffe aussi. Yes. Classique en vrai. Euh, ouais, mais t'as raison. C'est des choses importantes. Là, surtout la nourriture. Euh, et pour ta routine, on adore savoir un peu ce que nos invités font et comment ils s'organisent avec une routine chaque semaine, chaque jour. Carrément. Mais T'en alors, as une déjà ouais, ou... j'ai une routine. Ouais, c'est super important. Ok, ouais. Ma routine, je vais dire ma routine assez simple, ma routine quotidienne. Donc, lever aux alentours de 7 à 8 heures, ça dépend selon les semaines, si je me couche plus tard ou pas, tu vois. Mais lever 7-8 heures, j'essaye vraiment de confronter le travail rapidement. C'est-à-dire que j'ai testé plein de morning routines, mais en fait, ça me va pas. Personnellement, ça me va pas, ça me convient pas. J'ai besoin d'aller vite au travail. Si je commence à faire du sport, une douche froide, et puis après que je déjeune avec la famille, tous ces trucs-là, tu vois, enfin, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Donc, je me lève, douche, et je me mets au taf direct. Je déjeune pas, de sorte à avoir plus d'énergie. Je préfère pas de digestion le matin, etc. Et donc, je vais bosser ensuite 4 heures. 4 heures, un maximum focus, c'est le matin que j'accomplis les trucs les plus importants et j'essaye de bosser du coup sur ces 4 heures, sur vraiment les trucs qui vont avoir le plus d'impact à court terme.
Donc, par exemple, qui vont me rapporter le plus d'argent dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, etc. Bref, les trucs qu'il faut absolument faire qui auront le plus d'impact. Ensuite, généralement, je vais manger le midi, aux alentours par exemple, midi, tu vois, midi 13h, selon quand j'ai commencé le taf. Et puis ensuite, l'après-midi, plus de calls, des tâches qui vont avoir un impact peut-être un peu plus long terme, mais qu'il faut quand même faire. Parfois des trucs un peu plus cool, mais généralement quand même du taf. Et puis ensuite, je vais enchaîner avec la salle ou le foot vers entre 18h et 20h, selon quand je peux y aller. Le soir, j'essaye après la salle d'être chill. Je peux me faire, j'ai la chance d'avoir bain froid, bain chaud, sauna, tout ça, massage aussi. Et puis on va manger tranquille, peut-être des fois un petit restaurant. Et puis ensuite, on va essayer de dormir tôt. T'as une dernière question, toi, Mehdi, ou... Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, bah, merci Enzo pour toutes ces réponses. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Personne à vous recommander? Ouais, j'ai mon pote. J'ai mon pote que je peux vous recommander qui est super intéressant, qui s'appelle Evan Finet, qui est dans le domaine du closing et qui pourrait potentiellement apporter des bons trucs. Donc ouais, je vous recommanderais mon poteau. Carrément, en Ok. plus, on n'a pas interviewé de personnes qui bossent dans le domaine du closing, donc ouais, super, Ça carrément, fait avec plaisir, hein. plaisir. Super. Bah, merci les gars, en Yes. tout cas, c'était un plaisir Comment... de répondre à vos questions. Ouais, juste, j'ai encore deux, trois questions Bah, et après, vas-y, on te laisse. enchaîne, enchaîne. Non, il y a pas de souci. Comment les auditeurs, pardon, peuvent te suivre principalement? Sur Instagram, Instagram Enzo Napio, tout collé. Napio, N-A-P-I-O-T. Ok, bon, on mettra le lien dans la description. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour ceux qui nous regardent? Vraiment, un petit conseil, un tips? Je, 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 je donne pas trop de tips comme ça parce que je sais pas, j'estime que ce qui compte majoritairement, tu vois, c'est peut-être une sorte de tips aussi, mais c'est de croire en toi, comme je l'ai dit, tu vois, sur le conseil que je donnerais au mois de 16 ans. Et puis, je me sens pas forcément, tu vois, ultra légitime pour balancer du tips comme ça, un petit peu à l'appel. Donc, juste, bah, croyez en vous. Toi qui regardes cet épisode, crois en toi. Et c'est le meilleur truc que je pense que tu puisses faire, tu vois, pour avancer. Une carrière entrepreneuriale, j'ai que 20 ans, mais je sais déjà que c'est compliqué. J'ai déjà traversé beaucoup de douleurs, beaucoup d'étapes très très difficiles, et ça va continuer. Donc, il faut que tu sois à 100% avec toi. Je pense qu'on est vraiment notre meilleur allié. C'est très bateau, mais c'est très très vrai. Donc, on croit en toi. Yes, Ok. c'est toujours important, carrément. Merci à toi, Enzo. Merci Antoine. Merci aux nouveaux Merci. abonnés. N'hésitez pas à toujours like, commente. Les commentaires, c'est hyper important aussi pour nous. Abonne-toi. Et puis, à la prochaine, lundi prochain. Salut. Merci les gars. Ciao. Ciao, ciao, ciao.